Je m'appelle Claire, j'ai 57 ans, et avant que tout ne bascule, je menais une vie simple, ordinaire, une de celles où chaque jour ressemble au précédent mais où, malgré la routine, on trouve de petits bonheurs qui nous réchauffent le cœur. J'étais agent immobilier dans une petite ville près de Bordeaux. Pas de quoi faire la une des journaux, mais j'aimais ce que je faisais, j'aimais accompagner des familles dans leurs projets de vie, leur trouver une maison, un coin à eux, et je mettais toujours beaucoup d'amour dans mon travail parce que je me disais que si moi je n'avais jamais eu de maison stable étant enfant, je pouvais au moins offrir ça aux autres. J'ai élevé mon fils Julien seul, son père nous a quittés quand il avait à peine 2 ans, sans un mot, sans une pension, sans un regard en arrière. Et depuis ce jour-là, je me suis juré que je ne laisserais jamais mon fils manquer de rien, alors j'ai tout donné, tout sacrifié, mes week-ends, mes rêves, mes économies, mes années, pour lui offrir une vie meilleure. Je me rappelle encore des longues soirées passées à faire des dossiers de vente pendant qu'il dormait dans le salon parce que je n'avais qu'une chambre, des goûters partagés dans la voiture entre 2 visites, des matins de rentrée où j'essayais de cacher mes cernes avec un sourire, pour ne pas qu'il voie combien j'étais fatiguée, et malgré tout, j'étais heureuse, parce que mon fils était poli, intelligent, doux, et qu'il m'aimait, du moins c'est ce que je croyais. Il disait toujours « T'es la meilleure maman du monde », et moi je me disais que tous les sacrifices valaient la peine. Je ne sortais pas, je ne prenais pas de vacances, je n'avais pas de vie sociale comme les autres femmes de mon âge, parce que chaque centime allait dans ses études, ses vêtements, ses besoins. J'étais là à chaque match de foot, à chaque réunion parents-prof, même quand je devais annuler un rendez-vous client pour ça, et je ne le regrettais jamais. Quand il a eu son bac avec mention, j'ai pleuré de fierté, et quand il est parti faire ses études à Toulouse, j'ai vidé mon compte pour payer sa chambre étudiante et je me suis nourrie de nouilles instantanées pendant 2 mois. Je n'en parle pas pour me plaindre, je l'ai fait avec le cœur, parce qu'il était tout pour moi, mon monde, ma mission. Et même quand il est devenu plus distant parce que c'est normal, les jeunes, la fac, la vie active, je continuais à lui envoyer des colis, des petits mots, des appels tous les dimanches. Parfois il ne répondait pas, parfois il disait « Désolé, je suis occupé », mais je me disais que c'était passager, qu'il reviendrait vers moi comme avant, quand il trouverait un peu de temps. Après tout, j'étais sa mère, et l'amour d'une mère, c'est inconditionnel, indestructible. Du moins c'est ce que j'avais toujours cru, et puis un jour, il m'a présenté sa copine, Élise, une jolie fille, très classe, avocate, brillante, un peu froide peut-être, mais polie. Je me suis dit, c'est normal, elle est un peu intimidée, et je l'ai accueillie avec tout l'amour du monde. Je leur ai cuisiné mes lasagnes maison, j'ai ressorti ma vieille nappe brodée, j'ai rangé l'appartement comme si le président venait dîner. Je voulais faire bonne impression, je voulais être la belle-mère sympa. Pas envahissante, pas jugeante, juste présente et bienveillante, mais dès ce premier dîner, j'ai senti une tension dans l'air, comme un jugement silencieux qui flottait entre les plats. Élise ne disait pas grand-chose, elle regardait autour d'elle comme si mon petit salon modeste la dérangeait, et Julien, lui, était plus nerveux que d'habitude. Il me coupait parfois quand je racontais une anecdote, il rigolait d'un air gêné quand je parlais de lui petit, et moi, je faisais semblant de ne rien voir. Je continuais à sourire, à leur demander s'ils voulaient du dessert, à proposer du café, en me disant que c'était juste moi qui me faisais des idées, que je devais laisser le temps faire les choses. Mais les mois ont passé, et je les voyais de moins en moins. On ne m'invitait jamais chez eux, Élise ne répondait pas à mes messages, Julien avait toujours une excuse, un voyage, une réunion, une fatigue, et moi, comme une idiote, je continuais à envoyer des textos avec des cœurs, à proposer des déjeuners, à demander des nouvelles, jusqu'au jour où j'ai appris par une voisine qu'il s'était marié en petit comité, sans m'en parler, sans même m'en informer, pas un mot. Pas une invitation, pas un « maman, on s'est marié », rien, et ce soir-là, j'ai bu un verre de vin seul dans ma cuisine, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, « Claire, est-ce que tu fais peur aux gens ? Est-ce que t'as fait quelque chose de mal ?» J'ai fouillé dans mes souvenirs, cherché la faute, le mot de trop, l'erreur impardonnable, mais je ne trouvais rien.
rien qui puisse justifier une telle exclusion, et pourtant, je leur ai envoyé un message de félicitations, parce que c'est ce qu'une mère fait, elle pardonne, même sans excuse. Elle aime, même sans retour, elle continue, même avec le cœur en miettes, et je me suis accrochée à l'idée que peut-être un jour, ils viendraient me voir, que peut-être un jour, ils auraient besoin de moi, que je serais là, comme toujours, disponible, fidèle, patiente, mais ce jour-là n'est jamais venu, au contraire, le silence est devenu plus lourd, plus épais, comme un mur invisible entre nous, et moi, je continuais à faire semblant d'aller bien, à travailler, à sourire devant mes clients, à ranger l'appartement pour personne, à acheter du chocolat au lait parce que c'était le préféré de Julien, même s'il ne venait plus, je vivais dans l'attente d'un appel, d'un signe, d'un petit « je pense à toi », et chaque soir, je regardais mon téléphone avant de dormir, espérant que peut-être, cette nuit, il m'écrirait, mais non, rien, juste le vide, encore et encore. Je crois que ce qui fait le plus mal, ce ne sont pas les disputes, ni même les cris ou les reproches, non, ce qui fait vraiment mal, c'est l'absence, l'indifférence, ce silence qui s'installe doucement entre deux êtres qui s'aimaient autrefois, comme une brume qui s'épaissit jour après jour sans qu'on ne sache vraiment à quel moment on a perdu l'horizon, et avec Julien, c'était exactement ça. Au début je me disais simplement qu'il était occupé, que la vie adulte avait pris le dessus, entre son travail d'ingénieur, les responsabilités, et sa nouvelle vie de couple, mais plus le temps passait, plus les signes devenaient évidents, plus les excuses sonnaient faux, comme ce samedi où je lui avais proposé un brunch à la maison, j'avais préparé ses crêpes préférées avec du sucre vanillé, je l'attendais avec impatience. J'avais même sorti la vaisselle en porcelaine de maman, mais à 10 heures, toujours pas de nouvelles, alors j'ai envoyé un petit message, juste « Tu arrives bientôt mon cœur ?» Et il m'a répondu 3 heures plus tard, « Désolé, Élise ne se sentait pas bien, on est resté à la maison, pas un « Je suis désolé maman », pas une proposition pour un autre jour, juste une justification froide, distante, presque administrative, et ce genre de réponse est devenu la norme, les « on verra » ont remplacé les « j'ai hâte », les « peut-être un jour » ont remplacé les « bientôt », même pour mon anniversaire il n'est pas venu, il a juste envoyé un message dans l'après-midi, « Bon anniversaire maman, j'espère que tu passes une belle journée, sans appel, sans fleurs, sans rien », et moi j'ai souri bêtement en regardant ce texto comme si c'était un cadeau, alors qu'au fond de moi, je sentais que quelque chose était brisé, je ne savais pas encore quoi exactement. Mais je sentais que mon rôle dans sa vie était devenu accessoire, et pourtant, je continuais à faire des efforts, à envoyer des articles drôles, des photos de mon jardin, des messages du genre « Regarde, j'ai retrouvé ton doudou dans une boîte, tu te souviens ?» et souvent, il ne répondait même pas, ou alors un emoji, un pouce levé, comme pour dire « reçu » mais sans engagement émotionnel, et chaque fois, ça me laissait une boule dans la gorge, comme si j'essayais de tendre une main à quelqu'un qui refuse de la prendre. Et ce n'était pas juste Julien, c'était aussi Élise, elle ne m'a jamais envoyé un seul message, jamais proposé un café, jamais remercié pour les cadeaux de Noël que je leur faisais. Elle restait toujours en retrait, polie mais froide, distante, presque méprisante parfois, et petit à petit, j'ai compris que je n'étais pas la bienvenue dans leur quotidien, que mon amour, ma présence, mes souvenirs n'avaient plus leur place dans cette nouvelle vie qu'ils construisaient ensemble. Il y a eu aussi ce jour où je suis passée devant leur immeuble, par hasard, en allant visiter un bien dans le quartier, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas leur faire une surprise, juste un petit coucou rapide, avec une tarte aux pommes. J'avais cette vieille recette que Julien adorait enfant, mais arrivé devant la porte, j'ai hésité, j'ai envoyé un message, j'ai attendu 15 minutes, pas de réponse, puis j'ai vu les rideaux bouger à l'étage, et quelques secondes plus tard, j'ai reçu un message, on est occupé là. Une prochaine fois, sans un merci, sans un mot gentil, juste une barrière froide, nette, tranchante, et ce jour-là, je suis rentrée chez moi avec la tarte encore chaude sur le siège passager, et j'ai pleuré dans ma voiture comme une enfant, parce que ce n'était pas juste un refus de visite, c'était un rejet déguisé,
un reste loin qu'on n'ose pas dire à voix haute, mais qui fait tout aussi mal, et puis il y a eu cette fois où je leur ai proposé de venir passer un dimanche à la campagne. Chez ma sœur, une grande maison avec un jardin, des jeux pour enfants, des poules, un vrai petit havre de paix, j'avais tout organisé, préparé des plats maison, invité mes neveux et nièces, espérant recréer un moment de famille, un moment simple, mais encore une fois, ils ont annulé la veille, prétextant un week-end de repos bien mérité, alors j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de mauvaise organisation, ni d'un manque de temps, c'était un choix clair de prendre de la distance, de m'effacer, de ne plus m'intégrer à leur vie, et je me demandais sans cesse, pourquoi? Que ai-je fait de mal? Est-ce qu'ils me trouvent trop envahissante? Trop simple? Pas assez bien, j'essayais de revoir chaque moment, chaque mot, chaque geste, en quête d'un indice, d'une explication, mais je ne trouvais rien d'évident, juste cette sensation de ne plus être utile, de ne plus être désiré, et pourtant je n'osais pas poser la question directement à Julien, parce que j'avais peur de la réponse. Peur qu'il me dise en face ce que je soupçonnais déjà au fond, qu'il avait honte de moi, ou qu'Élise ne voulait pas de moi dans leur vie, et moi, comme une lâche, je restais là, à attendre, à espérer, à me contenter des miettes d'attention, des messages courts, des appels de 2 minutes en voiture, comme si j'étais une tâche à remplir dans son emploi du temps, et ça me tuait à petit feu, cette lente érosion du lien entre une mère et son fils, cette impression d'être un fantôme dans une vie que j'avais aidé à construire, comme une ouvrière invisible qu'on oublie une fois le bâtiment terminé, et pourtant, même dans ce flou, j'espérais encore, je me disais que peut-être avec le temps, les choses s'arrangeraient, qu'un jour il aurait un enfant et qu'il comprendrait alors ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vécu, ce que j'ai sacrifié pour lui, mais ce jour-là n'est pas venu, et au lieu d'un retour vers moi, j'ai reçu ce qui allait tout faire basculer, un simple texto, une phrase, mais une phrase qui allait me briser et me réveiller à la fois. On ne veut plus te voir. C'était un jeudi matin, banal, gris, un de ces jours où il ne se passe rien d'exceptionnel, j'étais en train de plier du linge dans le salon, la télé allumée en fond sur une émission de déco que je ne regardais même pas vraiment, mon esprit ailleurs, comme souvent ces derniers temps. Et puis j'ai entendu mon téléphone vibrer sur la table, j'ai essuyé mes mains sur mon tablier, pensant que c'était une alerte du journal local ou une notification de ma banque, et quand j'ai vu Julien s'afficher à l'écran, mon cœur a eu ce petit sursaut idiot, ce frisson d'espoir, cette étincelle qui, malgré tout, se rallume à chaque fois, parce que même quand ton enfant te blesse, tu continues d'attendre un signe, un mot doux, un « maman » comme avant, alors j'ai ouvert le message sans méfiance, avec ce sourire idiot qui trahit la naïveté, mais dès les premiers mots, j'ai senti un vertige, mes jambes sont devenues molles, mes mains tremblaient, j'ai dû m'asseoir sur le canapé comme si tout à coup, le monde s'était mis à tourner trop vite, le message était court, froid, sans explication ni ponctuation, juste une phrase, brutale, glaciale, on ne veut plus te voir, pas de « désolé », pas de « c'est mieux comme ça », pas de justification, rien, juste cette phrase qui claquait comme une gifle, et je l'ai relue 3 fois, pensant que j'avais mal compris, que c'était un bug, que peut-être le message ne m'était pas destiné, mais non, c'était clair, limpide, tranchant, douloureux, je me suis demandé si on voulait dire lui et Élise, ou s'il parlait de lui-même à la 3e personne pour mettre de la distance, mais au fond, peu importe, le résultat était le même, mon fils ne voulait plus me voir, mon propre enfant, celui que j'avais porté, élevé, aimé, protégé, refusait désormais ma présence. Comme si j'étais devenue une gêne, un poison, un poids trop lourd à porter, et à ce moment-là, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi, un effondrement silencieux, comme si tout ce que j'avais été pendant 57 ans une mère avant tout s'effaçait d'un coup, j'ai posé le téléphone sur la table, les mains vides, les yeux fixés dans le vide, et pendant de longues minutes, je n'ai pas bougé, pas un son, pas une larme, juste ce vide, immense, insupportable. Je crois que mon cerveau refusait encore de croire à ce qui venait de se passer, et puis le chagrin a commencé à monter lentement,
comme une marée, d'abord dans ma gorge, puis dans ma poitrine, une douleur sourde, épaisse. Une honte aussi, oui, une honte terrible, parce que je me disais, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, et en même temps, une colère froide, un cri que je n'arrivais pas à sortir, comme si les mots restaient coincés dans ma poitrine. J'ai essayé d'écrire une réponse, un simple « pourquoi », mais mes doigts ne bougeaient pas. Je me sentais paralysée, figée dans cette douleur incompréhensible, alors je me suis levée lentement, j'ai pris le téléphone et je l'ai mis dans un tiroir, je ne voulais plus le voir, plus le toucher. Comme si ce petit objet était devenu l'arme du crime, et je suis allée dans la cuisine, j'ai ouvert le frigo sans savoir pourquoi, j'ai regardé à l'intérieur, puis je l'ai refermé, j'ai marché sans but dans l'appartement, de la salle de bain au couloir, du salon à la chambre, incapable de me poser, incapable de penser, et puis soudain, les larmes sont venues, d'un coup, violentes, incontrôlables, comme une pluie d'orage, j'ai sangloté sur mon lit, la tête enfouie dans l'oreiller, le corps secoué de spasmes, et je me répétais en boucle « ce n'est pas possible, pas lui, pas Julien, pas mon fils », je crois que j'ai pleuré pendant des heures, jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, jusqu'à ne plus avoir de larmes, jusqu'à ce que la tristesse laisse place à une sorte de torpeur, un état entre la douleur et le vide, une sensation d'être devenue transparente, inutile, effacée. J'ai passé le reste de la journée allongée, sans manger, sans parler, sans bruit, et le soir venu, je n'ai pas allumé la lumière, je suis restée dans le noir, comme si la pénombre me protégeait, me permettait de disparaître un peu, de m'oublier moi-même. J'ai repensé à toutes ces années, à tous ces sacrifices, à toutes ces fois où j'ai dit non à moi-même pour dire oui à lui, et je me suis demandé si j'avais trop aimé, ou mal aimé, si j'avais été trop présente, trop étouffante, ou pas assez. J'ai tout remis en question, chaque geste, chaque choix, chaque mot, et pourtant, malgré toutes ces réflexions, je n'arrivais pas à comprendre ce qui avait mené à cette rupture, ce rejet absolu, ce couperet sans appel, ce message sans âme, et plus je cherchais des réponses, plus je me noyais dans un océan de culpabilité, parce que quand on est mère, on se dit toujours que si l'enfant va mal, c'est qu'on a raté quelque chose, qu'on n'a pas été à la hauteur, qu'on a failli à sa mission, et cette idée me dévorait, me hantait, me brisait, mais au fond, ce n'était pas juste la perte de mon fils, c'était la perte de mon identité, de mon rôle, de mon sens, parce que toute ma vie tournait autour de lui, parce que je m'étais définie à travers lui, parce qu'il était mon « pourquoi », et sans lui, je ne savais plus qui j'étais, je n'étais ni femme de, ni sœur de, ni amie de, j'étais la maman de Julien, et tout à coup, je n'étais plus rien, et dans ce silence profond, cette nuit-là, j'ai pensé à disparaître, oui, vraiment, j'ai pensé que peut-être, ne plus être là serait moins douloureux, que personne ne le remarquerait de toute façon, mais une petite voix en moi a résisté, une voix fragile, mais tenace, une voix qui disait, « Claire, ce n'est pas comme ça que ton histoire doit se terminer. » Je suis restée là, devant cette immense porte en verre, lustrée et intimidante, hésitante à entrer dans ce monde qui n'avait jamais été le mien, un monde de costumes impeccables, de talons qui claquent sur le marbre et de regards qui en disent long sans un mot. Pourtant j'ai inspiré profondément. J'ai tiré sur ma veste une veste noire que j'avais repassée 3 fois pour être sûre et je me suis avancée vers l'accueil où une jeune femme me regarda de haut en bas avant de me demander d'un ton robotique si j'avais un rendez-vous. J'ai répondu que oui, que j'avais été invitée par Monsieur Morel pour une réunion exceptionnelle. Elle a haussé un sourcil mais a pianoté sur son ordinateur avant de m'indiquer l'ascenseur du dernier étage. Et à ce moment précis j'ai ressenti un mélange de vertige et de détermination, comme si j'avais déjà traversé l'enfer, alors je pouvais bien affronter le ciel maintenant. J'ai marché jusqu'à l'ascenseur, les mains moites, me répétant que c'était juste une discussion, une rencontre, rien de plus, mais au fond de moi je savais que c'était le tournant. J'ai observé mon reflet dans les parois miroirs de l'ascenseur pendant la montée, cherchant à y lire un message, un avertissement, une promesse, mais je n'y ai vu qu'une femme fatiguée, blessée, mais debout, et c'était suffisant. En arrivant à l'étage, un homme en costume m'attendait,
il me serra la main avec assurance et m'annonça que monsieur Morel m'attendait déjà, que j'étais pile à l'heure, et là. Mon cœur s'est emballé, j'ai poussé la porte de la salle de réunion et j'ai découvert une immense table de verre, entourée d'hommes et de femmes en tailleur, tous les yeux tournés vers moi, et au fond, assis avec un calme absolu, se trouvait monsieur Morel, le PDG, celui qu'on m'avait décrit comme redoutable mais juste. Il se leva, me fit signe d'approcher et me demanda simplement, « Vous êtes la fameuse Madame Lefort ?» J'ai acquiescé, la voix un peu tremblante, et il m'a invité à m'asseoir à ses côtés. J'ai posé mon sac, pris une gorgée d'eau, puis il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « J'ai entendu parler de vous, de votre travail, de votre loyauté, de votre courage, et je pense que vous êtes exactement le profil que je cherche pour ce nouveau projet. » Je suis resté figé quelques secondes, puis il a continué en expliquant que son entreprise lançait une initiative ambitieuse dans le secteur des services sociaux, qu'il cherchait à créer un programme pilote d'accompagnement intergénérationnel, et qu'il voulait quelqu'un du terrain. Pas un énième cadre déconnecté de la réalité, et là j'ai compris, il ne me voulait pas malgré mon âge, mon passé ou mon apparence modeste, il me voulait à cause de tout cela, parce que j'avais une histoire, une expérience, une voix authentique. Il a demandé à toute l'équipe de sortir, et une fois seul, il m'a dit qu'il avait été élevé par une mère seule, comme moi, qu'il savait ce que c'était de se sentir abandonné par ceux qu'on aime, et qu'il croyait fermement aux secondes chances. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes, mais j'ai souri, j'ai simplement dit que je n'étais pas sûr d'être à la hauteur, et il m'a répondu, « Madame Lefort, vous avez déjà survécu à 1000 tempêtes. Maintenant il est temps que ce soit vous qui teniez le gouvernail. » Puis il a sorti un dossier, l'a posé devant moi, et là j'ai vu noir sur blanc ce que je n'aurais jamais imaginé, une proposition de contrat, un vrai, avec un bon salaire, des responsabilités, un budget, et même la liberté de constituer ma propre équipe. J'ai lu chaque ligne, chaque clause, comme si c'était un rêve que je ne voulais pas gâcher, puis il m'a tendu un stylo noir très sobre, et il a dit, « Je comprends. Que ce soit soudain, prenez votre temps, mais sachez que j'aimerais que vous fassiez partie de cette aventure. » J'ai regardé le stylo, puis mes mains, puis lui, et j'ai murmuré, « Mon fils m'a dit qu'il ne voulait plus me voir, mais moi, je vais me voir chaque jour dans ce bureau, faire quelque chose qui a du sens. » Et j'ai signé. Sans trembler, sans hésiter, j'ai signé comme on signe un nouveau départ, comme on scelle une renaissance, et dans ce moment-là, je me suis sentie libre, forte, utile. Enfin, et j'ai remercié silencieusement tous les moments d'humiliation, de solitude et de rejet, car c'était eux qui m'avaient mené ici, dans cette tour de verre, devant ce contrat du siècle. Je suis resté là, figé dans ce silence pesant, les mots de mon fils résonnant dans ma tête comme un écho douloureux, « On ne veut plus te voir », et chaque fois que je les répétais intérieurement, c'était comme si on me perforait le cœur avec une aiguille froide. Alors j'ai décidé de ne pas sombrer, de ne pas laisser cette douleur devenir mon identité. Alors j'ai fait ce que je savais faire de mieux, me relever. J'ai ressorti les vieux carnets où je notais mes idées de jeunesse, mes projets abandonnés, mes rêves de femme que j'avais laissés de côté pour devenir mère, épouse, femme au foyer, et j'ai commencé à lire, à chercher dans mes propres mots un fil d'or pour me reconstruire. J'ai retrouvé cette idée de concept éthique et local que j'avais eue il y a 20 ans. Une maison de création artisanale alliant savoir-faire traditionnel, innovation moderne et inclusion des femmes en difficulté, et j'ai eu comme un éclair, une évidence, ce n'est pas parce qu'on m'a dit que je ne valais rien que c'était vrai. Alors j'ai pris mon vieux ordinateur, et j'ai commencé à écrire ce projet, ligne par ligne, mission, valeurs, objectifs. J'ai cherché des financements, j'ai repris contact avec des anciennes collègues, j'ai appris à créer un business plan. J'ai même suivi des webinaires en ligne à 2 heures du matin parce que je ne pouvais pas dormir. J'ai envoyé des emails à des investisseurs, la plupart n'ont pas répondu, certains m'ont ri au nez, d'autres m'ont prise pour une illuminée, mais il y en a un seul, qui m'a répondu avec ces mots, « Votre idée est brillante, appelez-moi », et là, tout a changé. J'ai pris le train un matin pluvieux pour Paris, je me suis présenté avec mon dossier, mes carnets, mes schémas dessinés à la main,
et j'ai parlé comme je n'avais jamais parlé de ma vie, avec la passion de celle qui a tout perdu sauf sa foi en elle-même, et l'homme en face de moi m'a écouté sans m'interrompre pendant 20 minutes, puis il a simplement dit, on signe, j'ai cru que j'avais mal entendu, mais non. Il venait de m'ouvrir les portes d'un financement de 250 000 € pour lancer ma marque, avec un accompagnement complet, une équipe de communication, un local dans le Marais, et même un partenariat avec des artistes locaux, et ce jour-là, en sortant de cet immeuble en verre, sous une pluie fine, j'ai levé les yeux au ciel, et j'ai murmuré merci, non pas à Dieu, ni au destin, mais à moi-même, à celle que j'étais redevenue, à la femme que j'avais toujours été mais que j'avais oubliée sous les couches de maternité, de sacrifice, d'attente de reconnaissance. J'ai pris le métro avec un sourire que je ne reconnaissais pas, et je suis rentrée à la maison avec un contrat dans mon sac et une lueur dans le cœur, car j'avais compris que parfois, ce n'est pas l'amour qui sauve, c'est l'abandon, car quand tout le monde te tourne le dos, tu n'as plus d'autre choix que de te regarder en face, et c'est là que tu trouves ton vrai reflet. Après avoir signé ce contrat, ma vie a basculé dans un tourbillon que je n'aurais jamais pu anticiper. Les premiers jours ont été un mélange d'euphorie et de doute, parce que, malgré tout, j'avais encore ce poids dans le cœur, cette blessure ouverte liée à mon fils, mais chaque matin, je me levais avec une détermination nouvelle, une envie farouche de montrer que je pouvais être plus que la mère abandonnée qu'on avait dépeinte dans certains regards. J'ai rapidement découvert que le monde de l'entreprise était bien différent de celui que j'avais connu auparavant, avec ses codes, ses exigences, ses jugements silencieux, mais j'ai su m'entourer de personnes compétentes, des collaborateurs passionnés qui croyaient en mon projet autant que moi. Certains venaient de milieux difficiles, d'autres étaient des experts de leur domaine. Et ensemble, nous avons mis en place un programme innovant mêlant développement durable, insertion sociale et création artistique, un concept unique qui avait pour vocation de redonner une place aux oubliés de la société, et ce projet a commencé à attirer l'attention, d'abord locale, puis régionale, jusqu'à ce qu'un journaliste d'un grand quotidien national décide de raconter mon histoire, cette femme qui a tout perdu pour signer le contrat du siècle. Ce titre résonnait à la fois comme une ironie et une fierté, parce que oui, j'avais perdu beaucoup, mais j'avais aussi gagné la chance de me reconstruire, et quand l'article est paru, les réactions ont été immédiates. J'ai reçu des centaines de messages de personnes que je ne connaissais pas, des femmes surtout, qui me remerciaient pour mon courage, qui me disaient qu'elles se sentaient moins seules, qu'elles retrouvaient de l'espoir grâce à moi, et cela m'a donné une force incroyable. J'ai même commencé à être invitée à des conférences, à partager mon expérience, à devenir une sorte de symbole de la résilience, mais malgré cette reconnaissance publique, dans mon cœur, une blessure restait béante, celle du silence de Julien, ce fils que j'avais tant aimé et qui m'avait rejeté, et chaque soir, je regardais les réseaux sociaux, cherchant des indices, scrutant les commentaires, espérant un signe, un mot, une trace de lui, et un soir, alors que je terminais un discours pour un événement caritatif, mon téléphone a vibré, j'ai vu son nom s'afficher, j'ai senti mon cœur s'arrêter un instant, puis reprendre un rythme effréné, et cette fois, c'était lui qui m'appelait. Sa voix était hésitante, tremblante, presque étrangère. Il me disait qu'il avait vu le reportage, qu'il voulait comprendre, qu'il regrettait certaines choses, que sa vie avec Élise était plus compliquée qu'il ne le laissait paraître, qu'il avait eu peur de m'affronter, qu'il avait besoin de temps, mais qu'il voulait essayer. Essayer de reconstruire ce lien, et moi, après toutes ces années de silence, de refus, de blessures, j'ai accepté, parce que parfois, le premier pas est le plus difficile, mais il est aussi le plus beau, le plus vrai, le début d'une renaissance. Nous avons fixé une date pour nous retrouver, un dimanche après-midi, dans un petit café discret à Paris. J'étais nerveuse, tremblante, pleine d'incertitude, mais aussi remplie d'espoir. Quand il est arrivé, il avait changé, les rides de la vie marquaient son visage, mais ses yeux cherchaient les miens avec une sincérité que je n'avais pas vue depuis longtemps. Nous avons parlé pendant des heures, de tout et de rien, de son enfance, de ses peurs, de ses erreurs, de ses regrets,
mais aussi de mes douleurs, de ma solitude, de mes doutes, et à travers ces échanges fragiles, nous avons commencé à penser nos blessures, à tisser à nouveau ce lien qui semblait perdu. Il m'a avoué combien il avait été influencé par Élise, combien il avait eu peur de me décevoir, de ne pas être à la hauteur, mais que désormais, il voulait me connaître autrement. Non plus comme cette mère lointaine, mais comme une femme forte, une femme digne de respect. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai senti le poids des années s'alléger un peu. Nous avons décidé de ne pas précipiter les choses, de prendre notre temps, d'avancer pas à pas, et je peux vous dire que chaque petit geste, chaque mot échangé depuis ce jour est une victoire, une preuve que même quand tout semble perdu, l'amour peut renaître. Bien sûr, il reste encore des cicatrices, des non-dits, des peurs, mais aujourd'hui, je suis fière de dire que j'ai retrouvé mon fils, pas comme avant, mais d'une manière plus vraie, plus profonde, et ce succès personnel, cette victoire sur la douleur, je la dois aussi à ce contrat, à cette entreprise que j'ai créée, parce qu'elle m'a donné une raison de me battre, un espace où je pouvais être moi-même, où je pouvais transformer ma souffrance en force, et je veux que vous sachiez que peu importe ce que vous traversez, il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Il suffit parfois d'un petit pas, d'une décision, d'une rencontre pour que tout change, et moi, aujourd'hui, je suis là pour vous dire que même après la plus grande des chutes, on peut se relever, plus forte, plus libre, plus vivante. Ce jour-là, je me souviens encore de chaque détail, de la lumière douce qui filtrait à travers les grandes fenêtres du salon de Julien, de l'odeur familière du café fraîchement moulu, et du bruit discret de la pluie qui tombait doucement dehors. C'était la première fois depuis des années que je mettais les pieds dans son appartement, un lieu qui, malgré son apparente modernité et son ordre impeccable, respirait encore cette ambiance d'enfance que je croyais perdue, quand il m'a ouverte la porte. J'ai senti son hésitation, ce mélange fragile d'appréhension et de désir de renouer, et moi aussi, mon cœur battait la chamade, chargé d'émotions que je ne maîtrisais plus, pourtant je voulais que tout soit parfait, que rien ne vienne troubler ce moment que nous avions tous les deux attendu sans oser vraiment y croire. Nous avons commencé par un simple échange de banalités, une question sur la pluie, un commentaire sur la décoration, mais très vite, la conversation a glissé vers des terrains plus profonds, des souvenirs partagés, des regrets, des explications. Julien a levé les yeux vers moi, et dans ce regard, j'ai vu la douleur qu'il avait longtemps cachée, la peur d'être jugé, la peur de m'avoir blessé, et il a commencé à parler de sa vie avec Élise, de ses doutes, de ses colères enfouies. Il a avoué que leur relation n'avait jamais été facile, que la distance entre eux s'était creusée, en partie à cause de ce qu'il ressentait pour moi, cette mère qu'il aimait mais qui, pour lui, était aussi source de conflits. J'ai écouté attentivement, sans interrompre, parce que je savais que ce moment était précieux, que ces mots étaient des ponts jetés entre nos deux cœurs, puis, quand ce fut à mon tour, j'ai laissé tomber le masque, j'ai partagé mes peurs, mes blessures, la douleur d'avoir été mise à l'écart, l'impression d'être devenue invisible, mais aussi la force que j'avais puisée dans cette épreuve pour me reconstruire, pour signer ce fameux contrat qui avait changé ma vie, et alors que nous parlions, Élise est arrivée, silencieuse, presque spectrale. Son arrivée a fait monter la tension dans la pièce, mais au lieu de rejeter, elle a tendu la main, timidement, et a reconnu l'importance de ma présence dans la vie de Julien. Elle a admis qu'elle avait eu peur, qu'elle avait mal compris, mais qu'elle voulait maintenant essayer, que nous pouvions coexister dans ce nouveau chapitre. Ce geste d'ouverture a tout changé, il a permis d'instaurer un dialogue respectueux, une trêve fragile mais sincère, et durant les semaines suivantes, nous avons tous travaillé à reconstruire ce lien, pas comme avant, mais d'une manière plus mature, plus consciente, avec des limites claires et un respect mutuel. Julien est devenu plus présent, il a commencé à m'appeler régulièrement, à venir me voir sans prévenir, à s'intéresser réellement à mon travail, à mes projets, et moi, j'ai accueilli cette évolution avec gratitude et prudence, consciente que la route serait longue et semée d'embûches. J'ai aussi compris que la vraie force ne réside pas dans l'absence de conflits, mais dans la capacité à les dépasser ensemble, à pardonner, à comprendre, et surtout à aimer malgré tout. Un jour,
Alors que nous déjeunions ensemble, Julien m'a regardé dans les yeux et m'a dit, « Maman, merci d'avoir tenu bon, merci de ne pas avoir abandonné », et ces mots ont été comme un baume sur mes blessures, une reconnaissance qui valait tous les contrats du monde. Cette expérience m'a aussi appris que parfois, le plus grand combat est celui que l'on mène contre soi-même, contre ses peurs, ses doutes, ses rancunes, mais qu'une fois ce combat gagné, la paix intérieure est accessible. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je ne vois plus seulement la douleur, mais aussi la beauté de ce chemin parcouru, de cette renaissance née des cendres du rejet. Et si je peux partager un conseil avec ceux qui traversent des moments similaires, c'est de ne jamais perdre espoir, de croire en sa propre valeur, même quand tout semble s'effondrer, parce que la vie a cette capacité incroyable de nous surprendre, de nous offrir des secondes chances, des opportunités insoupçonnées, et moi, grâce à ce contrat, à ce projet, à cette famille recomposée, j'ai trouvé non seulement la force de me relever, mais aussi la joie de me sentir enfin libre, vivante et aimée d'une manière nouvelle. Plus authentique, plus vraie. Aujourd'hui, en regardant tout ce chemin parcouru, je ressens une profonde gratitude, pas seulement envers ceux qui m'ont tendu la main ou cru en moi, mais surtout envers moi-même, car j'ai appris que le plus grand combat, c'est souvent celui que l'on mène à l'intérieur, contre la peur, le doute, la douleur, et que c'est dans cette lutte que l'on découvre sa vraie force. Je me souviens encore du jour où mon fils m'a envoyé ce message brutal, « On ne veut plus te voir », ces mots ont été comme une tempête qui a tout emporté sur son passage, mais paradoxalement, c'est grâce à cette rupture que j'ai pu renaître, que j'ai découvert une partie de moi que je ne connaissais pas, cette femme capable de se relever, de se battre, de créer, et surtout de pardonner. Car le pardon a été un pilier essentiel dans cette reconstruction, pas pour effacer le passé ou oublier les blessures, mais pour libérer mon cœur, pour ne plus être prisonnière du ressentiment, et cela m'a permis d'accueillir mon fils à nouveau, non pas comme il était avant, ni comme je le rêvais, mais comme il était, avec ses failles, ses erreurs, ses peurs, et cela a ouvert la porte à une relation plus honnête, plus vraie, et aussi plus fragile, mais c'est la vie, n'est-ce pas? Faite d'imperfections, de chutes, de moments d'ombre, mais aussi de lumière, d'espoir, de renouveau. Je veux aussi parler à toutes celles et ceux qui se sentent brisés, rejetés, invisibles. Je sais ce que c'est que de se sentir abandonné, de douter de sa valeur, de croire que tout est perdu. Mais je veux vous dire que ce n'est jamais fini, qu'il y a toujours une possibilité de rédemption, de renaissance, et que parfois, il suffit d'un simple geste, d'une parole, d'une décision pour changer le cours d'une vie. C'est ce que j'ai appris en signant ce contrat du siècle, un contrat qui symbolisait plus qu'un accord professionnel, il représentait mon engagement envers moi-même, ma promesse de ne plus jamais me laisser définir par le regard des autres, ni par les blessures du passé. C'est pourquoi aujourd'hui, je continue à me battre, à créer, à aimer, avec cette force nouvelle, cette sagesse acquise au prix de tant d'épreuves, et je sais que le chemin n'est pas toujours facile, que les doutes peuvent revenir, que les blessures peuvent se rouvrir, mais j'ai aussi compris que je ne suis plus seule, que j'ai construit autour de moi une communauté de femmes et d'hommes qui partagent ce désir de renaissance, d'authenticité, de solidarité. Ensemble, nous portons nos histoires, nos forces, nos faiblesses. Et cela donne du sens à nos combats. Enfin, je veux terminer en disant à tous ceux qui m'écoutent ou me lisent que la vie est une succession de chapitres, que parfois certains sont sombres et douloureux, mais que rien n'est jamais figé, que chacun de nous peut écrire sa propre histoire, la reprendre en main, la faire vibrer à nouveau, et c'est dans ce pouvoir que réside notre liberté la plus précieuse. Alors peu importe ce que vous traversez, gardez toujours la foi en vous, car au bout du tunnel, il y a toujours une lumière, il y a toujours une chance de se relever, de s'aimer, et de vivre pleinement. Je me rappelle aussi les moments où je doutais de ma capacité à avancer, où je me sentais seule face à mes épreuves, mais c'est justement dans ces instants que j'ai appris à m'écouter, à me faire confiance, à puiser dans mes ressources intérieures, parce qu'on ne peut compter sur personne d'autre autant que sur soi-même. Cette prise de conscience m'a donné une force incroyable, un carburant pour ne jamais abandonner.
Et c'est aussi grâce à cela que j'ai pu transformer ma douleur en énergie créative, en projet professionnel, en avenir à bâtir. Je veux que vous sachiez que ce chemin est accessible à chacun, même si le départ semble impossible, même si les blessures paraissent insurmontables, chaque petit pas compte, chaque effort, chaque décision prise avec courage et sincérité est une victoire. Alors, à vous qui traversez des moments difficiles, qui doutez de votre valeur, qui vous sentez invisible ou abandonné, je vous tends la main à travers ces mots, en vous disant que vous méritez la lumière, que vous méritez le bonheur, que vous avez en vous la capacité de vous relever, de vous aimer, et d'écrire votre propre histoire. Enfin, je veux remercier toutes les personnes qui ont croisé mon chemin, mes amis, mes soutiens, les inconnus qui m'ont envoyé des messages d'encouragement, car sans eux, cette renaissance aurait été plus difficile, mais surtout, je remercie ma propre résilience, cette flamme intérieure qui ne s'est jamais éteinte, même dans les nuits les plus sombres, et c'est cette flamme que je vous invite à raviver aujourd'hui, à nourrir avec de l'espoir, de la confiance, et de l'amour, parce que, au final, c'est cela qui nous sauve, qui nous élève, qui nous transforme. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage, merci de croire en la force des secondes chances, et surtout, n'oubliez jamais que vous êtes capable de bien plus que ce que vous imaginez, que votre histoire est précieuse, et que le meilleur reste à venir.